Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Louise Lestume, responsable de la communication chez Etikado, l'enseigne de cartes et de coffrets cadeaux éco-responsable, vient d'annoncer une levée de fonds pour soutenir les commerces de l'économie sociale et solidaire. Comment développer le tourisme éco-responsable? Ce sera le zoom de notre émission selon l'ADEME. Ce secteur est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et puis dans notre rubrique Start-up, vous découvrirez Papy Happy, qui est référence des solutions de logement pour les personnes âgées. Cadeaux, tourisme, logement, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Louise Lestume. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de la communication chez Etikado. L'entreprise vient d'annoncer une levée de fonds de 675 000 €. On y reviendra un peu plus tard, mais d'abord, présentez-nous Etikado. Alors Etikado, c'est une entreprise sociale qui a été lancée en 2019. Donc on est une coopérative et on a pour mission de favoriser la consommation responsable et de soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc pour ça, on a lancé en novembre 2019 la première carte cadeau française multi-enseigne qui est uniquement dédiée aux enseignes éco-responsables et aux boutiques physiques éthiques de proximité. Ça n'existait pas ? C'est parti, je crois que le constat du créateur d'Etikado, c'est de se dire je voulais faire un cadeau, une carte cadeau ou un coffret éco-responsable, j'en ai pas trouvé, c'est ça? Tout à fait. L'idée est venue de Séverin Prat, notre cofondateur, qui souhaitait offrir lui-même une carte cadeau éthique, éco-responsable à l'un de ses collègues pour un pot de départ, mais il ne l'a pas trouvé. Donc effectivement, il a décidé de la créer en partenariat avec des enseignes de référence de l'ESS, comme Croix-Rouge Insertion, Label Emmaüs. Ouais. C'est vrai qu'à la 5e ou 6e page de recherche sur Internet, on se dit bon, ça doit pas exister, il faut que je prenne les choses en main. Vous êtes agréé ESUS, le choix de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire quoi? Donc c'est quelle forme? Une coopérative? Quels sont les principes que vous avez décidé d'appliquer dans cette entreprise? Mais tout à fait, on n'est pas une entreprise classique. On a déjà, de par nos statuts, notre engagement qui est marqué. On est une société coopérative d'intérêt collectif. Ouais. Et en plus, on est une coopérative à but non lucratif. Donc, notre engagement se traduit jusque dans nos statuts. Et puis, on est effectivement agréé ESUS et entreprise à mission. Ce qui était évident, vu l'objectif d'Etikado, c'était assez logique que vous soyez vous-même dans cet environnement économique. Qui sont vos partenaires? Est-ce qu'on peut prendre des exemples de cadeaux qu'on pourrait faire en passant par Etikado? Oui, bien sûr. Quand on a créé la carte Etikado, on s'est dit qu'on voulait que la carte soit disponible pour tous les produits qu'on peut trouver avec une carte cadeau classique. Donc des vêtements, des baskets, des cosmétiques, des produits high-tech. Et donc on a décidé de travailler avec des partenaires qui proposent les solutions qui ont le meilleur impact possible sur les questions environnementales et sociales. Donc vous pouvez nous donner quelques exemples? Bien sûr. Alors on travaille par exemple avec Artisans du Monde, qui est un acteur C'est quoi? C'est de l'immobilier? C'est de la décoration? C'est des vêtements? C'est du commerce éthique. Équitable, pardon. Okay. On travaille avec Label Emmaüs, qui est une plateforme, un e-shop militant. On les connaît bien, on les a reçus ici. Qui propose des produits de seconde main, que ce soit des vêtements, des jouets, des livres, mais aussi des produits reconditionnés. On travaille avec Yes Yes, qui est une enseigne qui propose des smartphones reconditionnés, notamment en France, et reconditionnés par des personnes qui sont accompagnées dans leur insertion professionnelle. Comment vous les sélectionnez? Parce que, on peut se présenter comme éthique et pas l'être forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu de travail d'enquête, entre guillemets, avant de choisir un partenaire. Oui, tout à fait. Il y a un énorme travail d'enquête qui est réalisé par notre équipe de 8 personnes. Actuellement, on a établi une charte pour chaque secteur d'activité de la carte. Et puis,
Donc on essaie vraiment de choisir nos partenaires en fonction des produits qu'ils proposent, où sont fabriqués leurs produits, donc le plus possible en France, localement, des circuits courts, avec des matières recyclées, du zéro déchet aussi. Et puis, on fait attention aussi à ce que ces enseignes et ces boutiques ne favorisent pas une consommation déraisonnée. Donc, par exemple, toutes nos enseignes partenaires ne font pas le Black Friday. Oui, intéressant. Levée de fonds annoncée donc, de 675 000 €. Avec quel objectif? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que là, d'un seul coup, on se dit, tiens, une entreprise de l'ESS, Agrésus, qui fait une levée de fonds. Bon, pourquoi vous vous lancez? On s'est rendu compte qu'on a un produit, la carte cadeau, qui est attractif, qui plaît. Mais notre principal frein, c'est qu'on manque de notoriété, on manque de visibilité. Donc, cette levée de fonds, elle va nous permettre, d'une part, de renforcer notre équipe, de recruter, et puis ensuite d'accélérer commercialement la diffusion de la carte Etikado, parce que notre objectif principal, c'est d'adresser tous les CSE de France, en tout cas la plus grande partie, pour leur proposer des solutions à avantage éco-responsables pour leurs salariés. Est-ce que c'est aussi une façon de soutenir ces enseignes de consommation éthique ou de consommation durable qui sont vos partenaires et qui peut-être pour certaines souffrent? Bien sûr, on a beaucoup d'enseignes partenaires, notamment des boutiques un peu partout en France qui rencontrent des difficultés économiques. C'est lié à l'inflation? Notamment, oui, il y a eu la crise du Covid, évidemment, qui a frappé de plein de fouet le secteur de l'ESS. Et donc, notre objectif principal, c'est de rediriger les budgets des CSE vers ces commerces de proximité, ces petites marques, même en ligne éco-responsables. Et puis on s'est rendu compte, quand on a fait notre bilan carbone en 2021, que 84% des utilisateurs des cartes Etikado ne connaissaient pas l'enseigne dans laquelle ils sont allés dépenser leurs cartes. Et 98% d'entre eux pensaient probablement, voire très probablement, y retourner. Donc ça permettait de faire découvrir aux citoyens des commerces éthiques près de chez eux ou des enseignes éco-responsables, et en plus de les fidéliser. Oui, alors dans le modèle économique des cartes et des coffrets cadeaux, un élément important, c'est les cartes et coffrets non utilisés. Oui, tout à fait. C'est quand même, je ne parle pas de vous forcément, mais du secteur en général. Est-ce que c'est un peu vrai pour vous aussi? Est-ce que Etikado peut continuer de finalement jouer son rôle d'impact positif dans la société, notamment vis-à-vis des commerces solidaires, parce qu'il y a une partie des utilisateurs qui, tout simplement, ne dépensent pas? En fait, oui, c'est une partie de notre business model, mais notre modèle économique, il repose aussi quand même sur les commissions que nous reversent les boutiques. Oui. Et puis, concernant les non-utilisations, en fait, on est très transparent là-dessus avec nos clients, les CSE, qui nous font confiance, parce qu'en fait, notre objectif principal, c'est soutenir l'économie sociale et solidaire, soutenir les commerces de proximité partout en France. Donc, c'est que ce soit dépensé? C'est évidemment que ce soit dépensé. En plus, on est une entreprise, on est une coopérative à but non lucratif. Et on rassure nos clients en leur disant que en fait, notre objectif, c'est que leurs salariés soient aidés en fait, dans leur transition, découvrent des commerces éthiques. Et donc, on va mettre en place des solutions avec eux pour encourager leurs salariés à découvrir nos enseignes éthiques, les accompagner dans l'utilisation de leurs cartes. Alors, un dernier thème dans notre interview, la transparence et l'équité salariale, parce que Etikado s'engage sur ce thème-là. Et donc, on a trouvé ce chiffre de l'OCDE, écart salarial femmes-hommes de 11,6% en France en 2022. Alors, il y a beaucoup de chiffres différents, donc voilà, celui-là, c'est celui de l'OCDE. Quelle politique, quelles actions vous menez chez Etikado ? Alors, chez Etikado, on a mis en place une nouvelle politique salariale qu'on a travaillé sur 1 an depuis l'année dernière, et elle a été lancée cette année avec une nouvelle grille salariale qui a été co-construite avec tous les salariés qui souhaitaient participer au projet. Ouais. Donc, l'objectif, c'était de définir une grille qui soit la même pour tous et qui ne définissent pas les salaires en fonction
du genre, en fonction du niveau de diplôme, mais on a choisi des critères qui se rapprochaient plus de la contribution au collectif, du niveau d'autonomie. Ce qui suppose une transparence entre salariés, c'est un état d'esprit assez différent de ce qu'on peut vivre dans beaucoup d'entreprises ou de ce que quelqu'un comme moi qui a une longue expérience professionnelle a vécu. J'ai jamais eu une discussion avec une vingtaine de collègues pour dire tu gagnes combien et comment on va rééquilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y avait des réticences? Non, c'était une demande des salariés. Oui. Chaque année, on fait un questionnaire RH qu'on adresse aux salariés et les salariés font remonter des demandes. Et cette demande-là est remontée en priorité. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Et il y avait des écarts, pardon, oui. un peu concentrés sur la question de genre, mais il y avait des écarts de salaire homme-femme? Plutôt oui, parce qu'au début, en fait, quand la coopérative s'est construite, le salaire se définissait un peu par la négociation en one-to-one, et donc on a décidé de remédier à ça avec la grille. Et ça, c'était un travail qui s'est beaucoup appuyé sur la confiance avec les salariés. Merci beaucoup Louise Lestume et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du Zoom de ce Smart Impact. On va parler de tourisme éco-responsable. Comment développer le tourisme éco-responsable? C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Léonard Grinfogel. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de l'Uniwave. Vous l'avez créé il y a 2 ans et demi, en 2022. Je commence par un constat, le bilan carbone du tourisme en France. Le secteur pèse 11% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il pèse 7,4% du produit intérieur brut. 11% des émissions, 7,4% du produit intérieur brut. Ça s'explique d'abord par quoi? Par les transports en général? C'est ce qu'on peut comprendre? C'est ça, majoritairement les transports et de manière en fait plus globale, toutes les consommations des touristes. C'est-à-dire qu'on a beau faire un maximum d'efforts, en fait, tant que les touristes, eux, viendront pas réduire leur consommation, des choses toutes bêtes, mais on va consommer 2 fois plus d'eau quand on est à l'hôtel, on va gâcher 2 fois plus de nourriture, voilà, toutes ces choses-là qui font que ça a un impact carbone beaucoup plus important que le quotidien des Français. C'est intéressant, c'est de l'ordre du comportement du consommateur. Je suis à l'hôtel ou j'ai payé ma chambre, donc je surconsomme, quoi. Exactement, et en fait, quelque part, ça se comprend. C'est souvent des moments qui sont un petit peu exceptionnels pendant l'année. On a payé sa chambre un petit peu cher, on a envie de se faire plaisir, donc on va passer plus de temps, on va se détendre. Donc ça se comprend, mais pour autant, ça a un impact qui est quand même conséquent. L'hébergement, dans ce bilan carbone, ça pèse une part beaucoup moins importante, mais quelle est cette part? Et puis surtout, on va parler pas mal des hôtels, des chaînes hôtelières. C'est sur cet élément-là que les chaînes hôtelières ont un pouvoir, un levier d'action. C'est ça. En fait, ça pèse une partie qui est certes moindre que celle des transports, mais qui est quand même importante. Et c'est surtout la partie qui va être quelque part la plus facile à diminuer. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux à l'échelle de la société, de prendre moins l'avion, de prendre moins le train. Mais on va dire que c'est compliqué quand même d'agir et il y a plein de choses qui sont faites. Mais une fois qu'on est dans notre hébergement, comment est-ce que là, on réussit à avoir des petites actions qui vont avoir à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une chaîne d'hôtels, un impact qui va être suffisant sur le bilan carbone. Et c'est là que vous intervenez avec l'Uniwave. Vous l'avez créé à quelle idée? C'est quoi le point de départ? Alors, c'est un point de départ qui est toujours un petit peu marrant. J'aime bien raconter cette histoire. On est 3 à avoir cofondé l'Uniwave, donc Éloi, Arthur et moi. Et au début de nos études, on était en colocation ensemble. Et je vous laisse imaginer une colocation de 3 garçons qui viennent de sortir de chez leurs parents. Autant vous dire que c'était un petit peu compliqué. J'ai vécu ça aussi, très bien. Voilà. Et donc l'idée qu'on avait chez nous pour avoir un petit peu un endroit où vivre qui était propre et durable, c'était de chaque fois qu'il y en a un qui faisait une bonne action, donc par bonne action j'entends vider le lave-vaisselle, sortir les poubelles, on avait un petit tableau, on mettait un petit trait et à la fin du mois celui qui avait fait le plus de bonnes actions, on se cotisait, on s'offrait un verre ou un restaurant. Et en fait ça a hyper bien marché chez nous, le fait de venir récompenser les bonnes actions plutôt que de punir les mauvaises. Et on a parlé autour de nous jusqu'à qu'on en parle au père d'un ami qui était hôtelier et qui me dise mais attendez, là moi ça me parle ce que vous faites et ça a du sens. On parle comme ça à une trentaine d'hôteliers, on comprend un peu plus leurs enjeux, et là on se dit, OK, il y a vraiment quelque chose, et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé. Et donc vous vous lancez sur quel service, sur quelle proposition en fait, avec l'Uniwave? C'est ça. Nous, la proposition initiale, c'est celle-ci, de venir réconcilier l'écologie et le tourisme, et de venir vraiment améliorer l'expérience client
à travers l'écologie. Peu importe l'engagement écologique de la personne en face, réussir vraiment à se dire on vient améliorer l'expérience client et c'est que du bonus. Donc venir récompenser les bonnes actions plutôt que de punir les mauvaises. Donc après cette histoire, on a parlé à plein d'hôteliers, on s'est rendu compte des réalités du secteur. Et ces réalités, c'est globalement le boulot d'un hôtelier, c'est de faire dormir des gens, à la rigueur les faire manger, mais ils ont peu de temps à consacrer à la RSE. Donc comment est-ce qu'on arrive à proposer une solution qui soit facile, qui soit pas coûteuse de leur côté, qui soit facile à implémenter et qui ait un impact qui soit visible par les clients. Donc une fois qu'on avait tous ces enjeux en tête, on se lance, on cible la plus grosse source de consommation d'un hôtel en termes à la fois d'eau et d'énergie, qui est donc la douche. Ça a un impact qui est très très fort, ça correspond à pratiquement 60% de l'eau consommée et c'est de l'eau qui est chauffée, donc un impact très fort. Donc impact de consommation électrique ou énergétique aussi. Exactement. Et donc vous inventez un système, c'est ça? C'est quoi l'idée? C'est ça. On travaille sur tout ce qui est sciences comportementales, gamification, comment on piège un petit peu le cerveau à mieux agir. Et donc la solution, elle est très simple, c'est avant la douche, vous fixez un objectif de consommation. Par exemple, je veux consommer, je ne sais pas, 60 litres dans ma douche. Derrière, on a un petit C'est quoi la consommation moyenne, pardon? Suivant entre un hôtel 2 étoiles, on va être aux alentours de 80 litres. Un hôtel 5 étoiles, on va être aux alentours de 150 litres. Donc on a un... Voilà. Ça, c'est intéressant. Et autant vous dire plus on paye cher, plus on reste longtemps sous la douche, quoi. Voilà, quelque part c'est ça. En fait, il y a plus gros débit, etc. Mais et chez soi, c'est à peu près une cinquantaine de litres. Pour donner donc, pardon de vous avoir interrompu. Donc on revient sur... Je me suis donné l'objectif de 60 litres. Qu'est-ce qui se passe après? Je fixe un objectif. Derrière, je peux le suivre de manière très simple. En fait, on a un petit boîtier qui est sous le mitigeur, avec 4 petites lumières. Il y a une première lumière qui va s'allumer lorsqu'on a atteint 25% de son objectif, une deuxième lorsqu'on a atteint 50%, etc., etc. Et à la fin de sa douche, on va avoir un bilan qui dit génial, vous avez consommé tant, vous êtes le meilleur, vous avez consommé mieux que 80% des gens. Et donc déjà là, on a réussi à avoir une prise de conscience de sa consommation et de flatter la fonction d'estime. Mais l'objectif, nous, c'est d'aller encore plus loin, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que si vous avez eu un bon comportement, vous allez recevoir une récompense. Donc la récompense, elle peut être très variée. Celle qu'on met en place, parce que ça nous tient vraiment à cœur en termes d'impact, c'est que si toute l'eau que vous avez économisée est reversée à une ONG. Vous passez 2 minutes de moins sous la douche, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui va pouvoir boire pendant 1 mois. Mais derrière, on peut aller sur d'autres récompenses, et c'est là où on parle de fidélisation client. C'est que sur votre séjour, par exemple, vous avez économisé 1000 litres d'eau, et ben vous allez pouvoir avoir un petit déjeuner gratuit, ou une réduction sur votre chambre, ou des points de fidélité dans le programme de fidélité de l'hôtel. Et là, on arrive à 2 éléments qui sont d'un côté une réduction des consommations de plus de 30%, et de l'autre côté, on a plus de 90% des clients qui disent que ça a amélioré leur séjour à l'hôtel. Donc on arrive vraiment à concilier les 2 éléments dont on parlait au début. Et peut-être leur donner envie de revenir. Qui sont vos clients? Des grandes chaînes hôtelières, majoritairement Majoritairement, oui. Après, on a pas mal d'indépendants aussi. Aujourd'hui, on travaille avec des chaînes comme B&B, comme Accor, en France et dans les pays limitrophes. Et aussi plusieurs indépendants ou des petits groupes qui veulent avoir aussi une image de marque qui est assez forte et qui se positionnent sur les termes RSE. Est-ce que la mutation de ce secteur a vraiment commencé? J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une mutation qui est tractée par certains gros acteurs, notamment nos clients qui se positionnent vraiment sur les sujets RSE parce qu'on sait que c'est le futur un petit peu contraint de ce secteur. Certains indépendants aussi qui se positionnent sur des thématiques RSE très fortes. Mais on sent aujourd'hui que c'est un secteur qui est forcé dans sa transition. C'est-à-dire qu'il est forcé par des législations, qui est forcé par... des clients qui demandent à ce qu'il y ait des actions RSE, mais en fait c'est là où est toute la difficulté, c'est que d'un côté les clients demandent et réservent des établissements plus RSE, mais dans la réalité ils diminuent pas du tout leur consommation. Donc c'est tout ça qui est, tant que les clients n'auront pas eu cette prise de conscience, il n'y aura pas de oui, et puis je ne suis pas sûr que ce soit quand même le premier critère de réservation d'une chambre d'hôtel, le bilan RSE de l'hôtel en question ou de la chaîne hôtelière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'abord, est-ce que je vais aller dans telle ville, combien ça va me coûter, voilà, bon. Mais ça a un impact qui est quand même assez fort, une fois qu'on a mis de côté le prix et la localisation. Évidemment, les critères RSE rentrent en compte. Ils prennent de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, ça rentre dans 70% des réservations, c'est pris en considération. Et là, on parle des particuliers, mais là où ça a de plus en plus d'impact, y compris avec la CSRD qui commence à être mis en place, c'est qu'aujourd'hui, les grosses entreprises vont choisir les groupes hôteliers avec lesquels ils vont avoir des contrats à l'année en fonction du bilan carbone par nuitée. Et donc, c'est pour ça que les gros groupes commencent à prendre en compte de plus en plus la diminution de leur bilan carbone dans leurs priorités.
Vous avez annoncé au mois de septembre une levée de fonds annoncée à 1 million d'euros. Avec quelle ambition? J'imagine du recrutement, peut-être un développement international. Expliquez-nous. On commence aujourd'hui donc à avoir un recrutement. Donc aujourd'hui, on a une dizaine dans l'équipe. Mais l'ambition, de manière plus large, c'est vraiment de réussir à se déployer de manière plus conséquente sur le marché et surtout de commencer à prévoir la prochaine étape de l'Uniwave. Aujourd'hui, c'est très bien. On en est très fiers. On a prouvé que cette approche fonctionnait sur la partie douche. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc là, c'est inventer, trouver d'autres innovations, c'est ça? C'est ça, et puis même élargir notre approche. Ouais. En fait, on a prouvé que l'approche fonctionnait, on a un produit qui est installé et qui fonctionne, et maintenant avoir un impact plus grand. Je donne des idées comme ça, mais ça pourrait être demain, vous décidez de pas nettoyer, de pas faire nettoyer votre chambre entre deux nuitées. Ben, vous pouvez aussi avoir une récompense, vous pouvez aussi faire un don à une association. Et donc là, on a un impact qui est de plus en plus large et appliquer cette approche à l'ensemble d'un séjour. Et ça permet aux personnes qui ont un engagement écologique de pouvoir l'avoir et à d'autres pas forcément. Avec une difficulté, mais vous nous l'avez dit, vous vous basez sur les sciences comportementales, qui est effectivement de ne pas décevoir le client. C'est quand même la base du métier de vos clients, les hôteliers. Parce que je pensais à la nourriture. Et effectivement, c'est vrai que quand on est à l'hôtel, souvent on va faire un petit déj qu'on ne ferait jamais ailleurs, quoi. Et puis on va apprendre, on va avoir une assiette. Bon, on l'a tous vécu, on l'a tous fait, très bien. Bon, ça peut être quoi la récompense, où mettre le curseur pour que finalement tu n'arrives pas à l'hôtel en te disant bah oui mais je suis pas là pour me priver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué. C'est très compliqué et nous on a travaillé avec des chercheurs pendant un gros moment sur ces sujets de comment est-ce qu'on peut arriver à proposer une amélioration sans contraindre l'utilisateur et sans surtout le culpabiliser s'il ne fait pas ce choix. Parce qu'on a certains des clients des hôtels équipés qui prennent des douches de 500 litres et quelque part, il n'y a aucun problème. Ils ont payé leur chambre, ils sont là pour se faire plaisir. Et donc, il y a tout un travail à faire. Et non seulement il y a un travail à faire, mais il y a un travail à adapter sur chaque nouvelle typologie de clientèle. Entre le Ibis et le Molitor, ce n'est pas du tout les mêmes clientèles et il faut adapter la manière de communiquer. Donc, comment est-ce qu'on est uniquement dans la positivité ? Comment est-ce qu'on est uniquement dans suggérer mais jamais obligé? Et c'est là où est aussi tout l'enjeu et notre innovation et notre savoir-faire. Est-ce qu'il y a alors donc vous nous dites que vous réfléchissez à d'autres innovations après cette levée de fonds. Il y a un dernier thème, il nous reste 1 minute, dont je voudrais parler. Vous l'avez évoqué, mais très vite. C'est la dimension, on va dire un peu humanitaire de votre action. Vous avez un partenariat avec la fondation qui s'appelle Made Blue, c'est ça? De quoi il s'agit? C'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis le lancement du projet, avoir un impact qui soit non seulement environnemental mais social. Il y a des difficultés, des stress hydriques à plein d'endroits dans le monde et des personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Et en fait, réussir à se dire, je fais cette action aujourd'hui, non pas pour faire gagner de l'argent à l'hôtel où je suis, mais pour avoir un impact social. Donc chaque litre d'eau économisée correspond à un don qui est fait par l'hôtel, enfin par nous au nom de l'hôtel, à cette association et qui permet derrière de financer des projets d'accessibilité à l'eau, de purification de l'eau dans des zones, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans des zones où l'accès à l'eau est très compliqué. Merci beaucoup Léonard Grinfogel et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas avec Joachim Tavares, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Papy Happy, créé en 2016. Rappelez-moi, avec quelle idée? L'idée était très simple, c'est de pouvoir accompagner les aidants et les seniors sur la question du logement senior, de montrer ce qui pouvait exister partout en France, qu'il y a plein de belles solutions qui existent en France, et de permettre aussi aux professionnels de montrer ce qu'ils font. Et surtout, l'idée de base, c'était d'aller chercher les avis, de collecter de l'expérience utilisateur pour que si vous, demain, vous cherchez un logement pour un de vos proches, vous puissiez savoir comment ça se passe au sein de l'établissement et que vous ayez une vraie idée de ce qu'il existe et comment ça se passe au sein des diverses... Il y a 16 000 solutions en France de logement. Et c'est pas que les EHPAD. Non, au contraire, il y a plein d'autres choses. La moitié aujourd'hui est quasiment déterminée par des établissements comme les EHPAD, bien évidemment, mais il y a des résidences à les seniors, il y a l'habitat partagé, de la colocation. Il y a plein de choses qui naissent en France. On a un pays aujourd'hui en Europe qui a le plus de solutions de logement. Et donc, quand on a un vrai choix aujourd'hui, quand on devient senior, pour chercher le bon logement. Donc, ça prend quelle forme? C'est un guide? C'est une plateforme? C'est quoi exactement? L'idée, c'est de devenir le guide Michelin du logement senior, en toute modestie. Et c'est de permettre vraiment, quand on va chez Papy Happy, sur le site Papy Happy, c'est de voir autour de chez soi ou autour d'une autre ville, tout ce qui peut exister et les classer en fonction des avis déposés sur le site.
D'accord, donc ça veut dire que vous notez en quelque sorte Tout à les fait. établissements, c'est Exactement. On a des clients mystères qui vont visiter les établissements. ça? Ah oui, c'est vraiment le guide Michelin, quoi. Ouais. C'est le même Donc principe. finalement, l'idée était très simple, Ouais. c'était de se dire, mais le guide Michelin a permis aux restaurateurs de montrer ce qu'ils font, Ouais. de valoriser leur travail, et nous, c'est ce qu'on veut faire au sein du milieu de l'habitat senior. Donc un client mystère, alors c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient et qui dit j'ai une personne âgée qui voudrait éventuellement venir chez Ouais, vous, c'est ça? on a la chance d'avoir des clients mystères des fois un peu âgés, donc ils se font passer pour le futur résident. Ouais. Mais sinon, ouais, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, je suis aidant, petit-fils, enfant, et on regarde comment ça se passe, on pose des questions auprès des résidents, on voit le personnel, on regarde comment est l'établissement, et ça nous permet déjà d'avoir une première idée, et surtout, ça permet aux gens qui vont sur le site de voir comment ça se passe. Ouais. Vous avez été directeur d'EHPAD. Oui. C'est vrai que depuis 2-3 ans, l'image du secteur est mauvaise. Ça a été renforcé par un certain nombre de scandales. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui cherchent des alternatives? Vous nous disiez, il n'y a pas que les EHPAD en France. Est-ce que vous voyez ce mouvement en cours? Il y a deux sujets. Il y a un sujet de méfiance et un sujet aujourd'hui de savoir comment on fait à part l'EHPAD. Et oui, les familles se posent plein de questions. Et surtout, aujourd'hui, on a un modèle sociétal qui évolue. On le voit autour de nous, il y a de plus en plus de personnes âgées. On vit de plus en plus longtemps. Donc effectivement, il faut que le secteur s'adapte. Et il faut toucher de plus en plus de familles. Ouais. Ouais. Et l'image, elle est vraie pour certains. C'est toute la. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être dur quand on est directeur d'EHPAD, qu'on fait bien son boulot, de se dire tout le secteur et toute l'image du secteur est entachée. C'est ce qui m'a motivé pour créer Papy Happy, c'est que j'en ai un peu marre qu'on me dise des fois que je travaillais sur le dos des papiers des mamies et que je gagnais ma vie là-dessus. Et c'est pas vrai en fait. Chaque établissement, il y a vraiment des êtres humains qui bossent quotidiennement et qui sont là pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rentré au sein d'un groupe. Alors justement, j'allais vous poser la question. Vous avez été racheté par le groupe New Planet Media. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça va changer, qu'on va permettre de toucher beaucoup plus de population. On va toucher des millions de personnes via Internet. New Planet Media est un énorme acteur du média pour seniors. C'est plus de 8 millions de personnes par mois sur leur site. Et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, en fait. C'est que l'idée, c'est de permettre aux gens de connaître tout ce qui peut exister. Et on avait besoin d'un vrai renfort en termes de communication et de pouvoir aller chercher plein de monde pour leur expliquer comment ça marche, en fait, la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est pas des fois ce qu'on peut entendre dans les médias sur les EHPAD. Et même surtout, si le scandale était réel et, il fallait le dénoncer. Bien sûr, mais c'est d'expliquer qu'en fait, chaque établissement est différent. Vous pouvez travailler dans un grand groupe, mais le directeur, l'équipe qui est là quotidiennement, c'est eux qui font le job, en fait. Et après, il y a plein d'autres solutions. Et notre vocation est d'expliquer, comme le guide Michelin, je reviens à ça, mais c'est hyper important. Donc devenir une sorte de label de référence, en quelque sorte. C'est le but. Notre mariage est de permettre de faire grandir Papy Happy et qu'on devienne dans les prochaines années le label de référence sur la question du logement senior. Merci beaucoup, Joachim Tavares. Et donc, bon vent à Papy Happy. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart for Change. On se retrouve comme tous les jours sur notre chaîne pour parler de l'impact de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Salut!